Et vous qui nous parlez aussi de la tactique des 1000 entailles, on va expliquer justement en quoi elle consiste précisément, cette tactique des 1000 entailles, en voyant l'évolution sur le front nord. Alors où en est-on? Les deux camps ont une vision des choses opposées, pour le moins. Écoutez d'abord la version ukrainienne. Dès le début, les Russes prévoyaient une opération dans la région de Soumy. Ils ont planifié une opération depuis le tout début, y compris dans cette région. À l'heure actuelle, ils détiennent un petit groupe de forces dans la zone frontalière. Disons qu'ils ont la ville de Soudza, dans la région de Koursk, et que nous avons la région de Soumy. Mais la situation est stable. Cela ne leur a pas encore permis de passer à l'action, ni de commencer la mise en œuvre de leur plan. Sauf que dans le même temps, l'armée russe, elle affirme avancer en profondeur avec la prise d'un nouveau village. Alors qu'en est-il? On va le demander à nos envoyés spéciaux. On retrouve Charlie Nurel avec Charlotte Lefetté à Vovlansk. Des combats acharnés, violents sur plusieurs points dans la région de Kharkiv. Le premier, c'est dans la direction de Volchan, cette ville clé où les troupes russes sont parvenues à rentrer. Les Ukrainiens qui nous racontent des bombardements intenses, mais surtout leur colère, à savoir pourquoi les lignes de défense n'avaient pas été créées en tout ce temps. Ils nous racontent des combats rue par rue, et puis leur devoir de se cacher non pas dans des abris mais dans des caves de maisons abandonnées. Là-bas, les évacuations aussi se poursuivent, mais dans des conditions extrêmement compliquées, avec des habitants qui reviennent sous le choc en décrivant leur enfer, et à savoir toujours le même, notamment sous le feu des bombes larguées par l'aviation russe. Et puis il y a une autre zone qui intéresse particulièrement les Russes, c'est au nord de Kharkiv, à une vingtaine de kilomètres, un village qui se situe sur les hauteurs de la ville de Kharkiv. Là aussi, les troupes russes avancent pas à pas avec les Ukrainiens qui ont du mal à contenir cette offensive russe. La grande crainte des Ukrainiens, c'est que s'ils s'emparent de ce village, ils pourront mettre leur artillerie et tirer directement sur la ville de Kharkiv. Aujourd'hui, situation compliquée, même si les habitants dans cette grande ville de Kharkiv ne paniquent pas. La journée a été émaillée par plusieurs bombardements, signe aussi que l'offensive russe devient de plus en plus importante dans cette région. Ouais, merci beaucoup Charline, merci Charlotte Lefetté. C'est vrai, il y a Volchansk, il y a Kharkiv, il y a aussi Soumy, on ira dans quelques instants. C'est ça, la tactique des 1000 entailles. On va vous l'expliquer avec nos experts ce soir, avec une Dream Team que rejoint ce soir Marion Van Rettergem. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Michel Goya également, et Gallagher Fenwick avec nous. Bonsoir à tous les trois. Votre avis, Marion Van Rettergem, d'abord, on entendra ensuite les experts militaires, mais est-ce que les Ukrainiens, ils parlent d'une stabilisation? Est-ce qu'il semble qu'ils ont réussi à enrayer cette avancée russe selon les dernières informations dont on dispose ou pas? En tout cas, on est dans un moment de grande inquiétude et de désarroi de la part des Ukrainiens. C'est ce que voulaient les Russes, parce qu'il semble qu'ils ne soient pas en état de d'effectuer une véritable percée et de prendre Kharkiv, mais en tout cas d'essayer de terroriser la population. Ça, c'est toujours le but premier, en tout cas de rendre l'Ukraine invivable, et aussi évidemment de disperser ce front dont on oublie à quel point il est grand. Hein. C'est 1000 kilomètres, c'est la France du nord au sud. Donc chaque point de fixation, chaque point de focale permet évidemment d'attirer l'armée à un endroit pour la rendre plus fragile ailleurs. Mais c'est vrai que surtout ce que Poutine est en train de jouer là, c'est de capitaliser sur un moment qui peut durer 2-3 mois, un moment de fragilité et de vulnérabilité des Ukrainiens, dans l'attente des armes qui doivent arriver, des obus qui doivent arriver, des F-16 qui sont prévus. Et il y a un moment de grande faiblesse, de grande pénurie d'armement du côté des Ukrainiens, qui ont aussi du mal à mobiliser. Et évidemment, Vladimir Poutine a tout intérêt à essayer de jouer le tout pour le tout dans ce moment précis, ce créneau où on est en attente de renforts. Colonel, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les Russes ne cherchent pas forcément à aller très loin. On reparlera peut-être de la ville de Kharkiv après, mais ils chercheraient juste à établir une zone tampon. Alors je mets juste entre guillemets, hein. On est face à Belgorod,
volonté de créer une zone tampon. Vous pensez effectivement que c'est la stratégie qui s'écrit ? C'est fort possible. On le voit sur la carte, les Russes ont envoyé 6 régiments. Pour être précis, ça représente entre 6 000 et 10 000 soldats qui ont franchi la frontière, qui ont conquis, on voit les 2 poches au nord de Lipsy et Volchansk, j'ai un peu de mal, qui représentent 2 fois 50 km² à peu près. En soi, c'est peu. En soi, c'est peu de moyens aussi. C'est-à-dire, c'est pas avec ça que vous allez conquérir Kharkiv, mais vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez établir effectivement une zone tampon, c'est peut-être un des premiers objectifs. Protéger cette opération peut être présentée du côté russe en réalité comme étant une opération défensive, protégeant la province de Belgorod. Ça vous permet effectivement, ça a été évoqué, d'avancer votre artillerie, notamment les lance-roquettes multiples qui, de ce fait, peuvent commencer à taper sur Kharkiv. Et là, ça devient beaucoup plus dangereux pour la population. Ça peut multiplier les frappes. Et puis, à partir de ces positions, soit vous renforcez encore vos forces et vous tentez effectivement quelque chose vers Kharkiv, soit, vous voyez la carte, soit vous allez plutôt entre Kharkiv, vous pressez entre Kharkiv et Kupiansk pour peser sur l'arrière du front du Donbass, soit vous étendez en latéral. Vous essayez d'aller ailleurs sur la frontière. Vous ne cherchez pas à percer, mais vous cherchez à multiplier peut-être les poches comme ça, afin d'attirer les réserves ukrainiennes. Le gros problème des Ukrainiens, c'est que, un des gros problèmes ukrainiens, c'est pas le seul malheureusement, c'est qu'il manque beaucoup d'unités de réserve. Vous avez au total 87 brigades de manœuvre, blindées, infanterie, etc. Une bonne économie des forces voudrait qu'il y en ait à peu près 20 à l'arrière, en repos, en constitution et en réserve en cas de problème. Or, on constate qu'il y en a à peu près peut-être une dizaine, dont beaucoup sont en réalité de créations récentes qui sont en constitution. Donc il n'y a pas grand-chose derrière. En multipliant des attaques comme ça, vous attirez des forces ukrainiennes et vous fragilisez ce qui, pour les Russes, reste le front principal, c'est-à-dire le Donbass. On comprend bien ce que vous nous dites avec l'explication soit verticale, soit horizontale. Et les Russes laissent un peu le suspense et la question en suspens du côté des Ukrainiens parce qu'on apprend qu'ils pourraient, et c'est ce que pensent les Ukrainiens, qu'ils pourraient tenter de percer à un autre endroit. Là, c'est horizontal. C'est la ville qu'on apercevait sur la gauche. C'est Soumy, et l'ensemble de la région de Soumy. C'est un peu plus au nord-ouest, on l'a vu, de Kharkiv. Et il y a eu des opérations de déstabilisation qui sont en cours. En tout cas, c'est le président Zelensky qui l'a indiqué. Écoutez. En même temps, nous comprenons comment l'ennemi agit et nous comprenons le plan visant à faire reculer nos forces. Bien entendu, nous ne laissons pas les régions de Donetsk sans le soutien et le ravitaillement nécessaire, à savoir les directions de Kramatorsk et de Pokrovsk. Nous accordons une attention constante à la région de Kupiansk. Nous enregistrons également des activités hostiles contre les régions de Soumy et Tchernihiv, groupes de sabotage et bombardements. Nous répondons par le feu comme il se doit. Alors Gallagher, on est donc au cœur de ce qu'on appelle et de ce que les Russes appellent la tactique des 1000 entailles. On voit bien l'idée, ça fait des brèches un petit peu partout, là comme ça, sur le front nord. Et l'idée, c'est de fragiliser l'ensemble du dispositif ukrainien. Et de les forcer à étirer leur dispositif, c'est-à-dire déplacer des moyens matériels et humains. Soumy, c'est un cas intéressant parce que ça a été une ville véritablement héroïque. En février 2022, ça a été vraiment le laboratoire de la résistance populaire et civile ukrainien. C'est-à-dire qu'au moment de la première tentative d'invasion totale par les Russes, ils sont arrivés à Soumy parce que vous voyez, c'est très, très près à la fois des frontières russes et biélorusses. Et en fait, les militaires ukrainiens à Soumy sont très vite partis, en réalité appelés, disent-ils, par le pouvoir ukrainien. Donc à venir plutôt du côté de la capitale, les civils se sont retrouvés finalement tout seuls. Et ils se sont très rapidement organisés avec très peu de moyens. Ils sont allés dans les commissariats, ils ont trouvé quelques fusils, des ensembles balistiques, mais sans les plaques en céramique qu'ils enfilaient simplement. Et jean t-shirt, et ils y sont allés. Et ce qu'ils faisaient, c'est que vous aviez des anciens, donc de Soumy, qui appelaient les plus jeunes pour leur dire, donc ils se baladaient, ils faisaient semblant d'être en train de faire des courses, ils disaient ok, j'ai vu 10 véhicules, il y a 30 hommes, voilà les armes qu'ils ont et voilà la direction qu'ils empruntent. Et les plus jeunes montaient à bord de véhicules, donc véhicules civils, se déplaçaient et créaient des situations d'embuscade, ce qui faisait que les Russes, et ça on l'a su par les interceptions qui étaient pratiquées par les Ukrainiens, avaient l'impression qu'il y avait une défense colossale à Soumy. Ils appelaient ça le chaudron de Soumy. Ils disaient mais ils sont partout. Donc ils ont réussi à harceler les Russes.
et qui n'ont pas pu prendre Soumy. Donc moi, je pense que Zelensky n'est pas le seul à le dire. Je crois que le premier à l'avoir dit, c'est Boudanov dans le New York Times. Il a été interviewé là. Il dit, écoutez, du côté de Kharkiv, ça va durer encore, je le cite, 3-4 jours. Et ensuite, ils vont pousser très très fort en direction de Soumy. Aussi bien Kharkiv que Soumy, il y a pour moi une partie, si vous voulez, un aspect égotique de la part de Poutine, dont l'armée a été humiliée dans ces localités. Kharkov devait leur tomber dans les bras comme le fruit mûr. Soumy, ça devait être une partie de pêche. Ils s'attendaient à avoir des gens avec des drapeaux. Ils ont échoué. Donc là, voilà, ils sont en train de pousser. Ils vont le faire dans différents endroits. On va entendre parler de Kupiansk, on entend beaucoup parler de Vovchansk, Kharkiv bien évidemment, Liptsi, et Soumy peut-être malheureusement prochainement également.